Bonjour à tous et bienvenue sur Trails on Wheels pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va mettre les mains dans le cambouis puisqu'on va monter mon Kona Unit X de 2018. Alors pour ceux qui connaîtraient pas la chaîne et qui viennent juste de débarquer, le Kona Unit X c'est mon vélo chouchou puisque c'est mon vélo qui m'a accompagné sur mon plus grand voyage jusqu'à présent qui a été de relier Lyon à Fort William. Il y a une série de vidéos dédiées à ce sujet, je t'invite à aller les regarder bien entendu. Ce vélo à la base je l'ai déjà pas mal modifié, puis même en cours de route je l'ai encore un peu modifié. Il y a toujours eu des modifications sur ce vélo et encore très récemment je l'ai même essayé en single speed juste pour voir comment c'était, mais c'était vraiment le temps d'une journée, d'une semaine, vraiment un passage éclair en single speed puisque je savais déjà ce que je voulais en faire, à savoir plutôt un petit VTT cross-country très confortable juste pour de la petite rando sympa ou alors de l'excursion bikepacking sur plusieurs jours, ce qui sera d'ailleurs le challenge de cette année, faire plusieurs excursions sur quelques jours seulement, plutôt intense, vraiment sur du chemin quand même cassant, mais garder un vélo confortable, léger quand même. On verra si j'atteins tous ces objectifs. C'est un vélo un peu particulier, donc c'est quand même un vélo que j'adore, hein, sentimentalement parlant. Maintenant c'est vrai que j'ai quelques petits challenges que je vais expliquer, hein. Je vais vous expliquer, j'ai les pièces, on va voir ça un petit peu en détail. Ça sera pas du tout un tuto mécanique, plutôt vous parler des pièces que je mets ou que je remets puisque je vais réutiliser pas mal de pièces. Voilà, petite vidéo tranquille, voir un peu la tête qu'il va avoir. Je pense qu'il sera joli, ça c'est clair, dans ma tête ça rend bien. Maintenant, est-ce que ça va être sympa à rouler? Est-ce que je vais être bien dessus ou non? Ça serait une autre question. De toute façon j'ai encore une autre idée de ce que je pourrais faire avec même après ça. Mais on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer, je vais aller comme d'habitude, je vais monter, je vais commencer par l'avant et je vais aller petit à petit vers l'arrière. C'est parti. Alors de base ce vélo vient avec une fourche rigide en acier, une fourche de chez Kona. Je me suis dit pour en faire un petit vélo bien sympa, bien confort, j'allais mettre une fourche suspendue à l'avant. Dans ma vidéo sur mon vélo de voyage idéal, j'avais déjà expliqué que pour vraiment voyager sur du long terme, je préférais une fourche rigide à une fourche suspendue, une fourche télescopique, une fourche suspendue, je sais pas quel terme vous utilisez chez vous. Je continue de penser ça, sincèrement, même si certains m'ont répondu oui, mais non, enfin, les fourches aujourd'hui sont quand même fiables, etc. Oui mais non, oui mais quand même si le risque a diminué, même si elles sont quand même fiables, même si quand elles sont abîmées, on peut quand même rouler avec, quand même, une fourche rigide, c'est sûr qu'il n'y aura pas de souci, enfin à moins de la péter, mais oui en effet le risque zéro n'existe pas, mais je préfère. Ensuite si c'est pour aller sur du long terme avec une fourche suspendue et vraiment la ruiner de chez ruiner, je trouve ça dommage. Maintenant pour de la petite expédition sur un week-end, sur une semaine, là une fourche suspendue oui carrément, enfin là il n'y a pas de souci. C'est pour ça et c'est ce que je vais faire, et je suis parti du coup sur une RockShox Recon. Alors pourquoi? Et bien parce que j'avais quasiment pas le choix. Ce vélo il est super sympa, ok, mais c'est triste de dire qu'aujourd'hui ce vélo est presque old school puisque les standards du vélo ont tellement évolué ces dernières années, encore et encore et encore et encore, pour de bonnes raisons et de mauvaises, mais le fait est là, c'est que mon vélo qui pourtant est de 2018 est déjà un dinosaure, voilà. C'est-à-dire que si je veux mettre une fourche suspendue sur ce vélo, c'est très compliqué aujourd'hui d'en trouver une en neuf, puisqu'on est sur un pivot droit déjà. Pivot droit en 1 pouce 1/8, alors pour certains ce sera du chinois, mais en gros voilà, à l'image ça rend bien. C'est le pivot fin droit, ce qui a existé depuis des dizaines d'années, en général sur tout type de vélo. J'exagère, mais sur du VTT en tout cas, voilà, je vais rester sur le VTT, ça sera plus simple. Mais ça a changé aujourd'hui, on est passé sur du conique, je vais trouver une fourche conique, attendez. Hop, une fourche conique. Voilà, donc là on a du 1 pouce 1/5 et là du 1 pouce 1/8. Du coup je le savais en fait, cette fourche elle date de 2018 parce qu'à l'époque je voyais les standards toujours évoluer, je me suis dit Vivien, tu vas prendre de l'avance, tu vas acheter cette fourche parce que je sais qu'un jour tu voudras mettre une fourche dessus, tu l'achètes et tu la mets sous ton lit, voilà, et un jour tu la sortiras et ce jour est arrivé. Donc cette fourche est neuve, mais cette fourche est déjà vieille, mais n'a jamais servi. Et donc nous y voilà, mais j'ai bien fait, puisque je pense qu'aujourd'hui je n'aurai quasiment plus le choix. Déjà à l'époque j'avais pas beaucoup de choix, parce qu'il me fallait un pivot droit 100 mm et un axe de 9 mm ici, donc le plus petit axe, pareil, c'est ce qu'on utilisait avant, mais aujourd'hui ça a tout changé, en non boost aussi. Voilà, donc ça fait beaucoup de critères
pour aller avec ce vélo. Alors il y a juste le critère 9 mm que j'aurais pu ne pas respecter, puisque ça c'est plutôt à voir avec les roues. Même si elles sont en 9 mm, j'aurais pu trouver des adaptateurs, enfin voilà, me casser la tête à ce niveau-là. Je ne l'ai pas fait. Il n'empêche que cette fourche est très sympathique quand même. C'est une fourche voilà, avec cartouche d'air ici, donc je vais quand même pouvoir l'ajuster, ça va être sympa. Pour le programme de ce vélo, ça sera amplement suffisant. Alors sur les 3-4 modèles, j'avais le choix entre plusieurs modèles quand même, 2 ou 3 ou 4 mettons. Je suis parti sur la Recon parce qu'elle vient avec des plongeurs de 32 mm. Alors peut-être que pour certains ça veut rien dire encore ce que je dis, mais en gros c'est la dimension du plongeur, donc là c'est du 32 mm et on va dire sur du 100 mm j'avais le choix essentiellement avec du 30 mm de diamètre. Dans l'idée, plus c'est large, plus c'est rigide, et pour quelqu'un comme moi qui quand même roule un peu plus vite et un peu plus engagé que la moyenne, je suis loin d'être professionnel. À partir d'une certaine vitesse, comme beaucoup de gens, je freine parce que j'ai peur. Par rapport à la moyenne, quand même, je roule un peu plus vite et un peu plus engagé, donc plus mes plongeurs sont épais, mieux le vélo va se comporter à haute vitesse et avec plus de précision. Tu vois là par exemple sur la Marzocchi, je suis sur du 34 mm il me semble, donc on est très très proche et c'est cool. Donc j'ai mis mes roulements, je mets ma fourche, bam. Et là tu te rends compte d'une chose, c'est quand même le pivot il est un peu trop grand et il faut surtout pas rouler comme ça. Là ce que je viens de faire c'est simplement définir la longueur de tube que je veux. Ça c'est un peu comme vous voulez, hein. Faut pas mettre, gardez pas tout le tube, voilà simplement. Venez mettre 1, 2, 3 entretoises. Vous pouvez aussi mettre le vélo au sol, mettre le guidon, mettre le vélo au sol, vraiment le monter comme ça, voir un peu, sans rouler avec, hein, juste la position, voir ce qui vous va. Alors là je me fais une petite marque et je vais venir recouper la fourche. Donc tout ce que j'ai fait, le peu que j'ai fait, là je vais le défaire. Du coup j'ai installé ma fourche, j'ai mis l'étoile à l'intérieur, j'ai tout remis comme ça doit être, et là on peut se dire que ça avance. On va mettre le cintre, voilà le cintre, ça c'est stylé. Cintre titane de chez Thomson. Alors on m'a posé des questions sur le titane, notamment si c'était un bon rapport qualité-prix. La réponse est non, ça n'est pas un bon rapport qualité-prix. Je pense pas que ce soit le matériau qui puisse se déterminer ainsi. J'adore, hein, franchement, le look, le design, le confort du machin. J'adore le titane, hein. C'est un matériau extrêmement cher car extrêmement rare il me semble. Ça c'était vraiment pour la finition de mon voyage, je m'étais fait un plaisir, j'avais un peu plus de budget que prévu. Du coup je m'étais dit, allez j'ai envie d'essayer un cintre en titane, allons-y, enfin, allons-y, prenons-le. Ça va être un peu plus léger que de l'acier, un peu plus voilà, de confort, en tout cas voilà, c'est ce qui se dit. Est-ce que je le ressens réellement? Je sais pas. Là je vais être honnête avec vous, peut-être, mais en tout cas c'est pas flagrant, c'est pas le truc flagrant de chez flagrant. Faudrait que je fasse plus de kilomètres avec, plus de longue distance dans du cassant pour peut-être voir une différence, peut-être même prendre le même parcours avec deux cintres différents, avec la même forme. Alors par contre oui, sur la forme, ça c'est vrai, au niveau de l'angle du poignet ça fait un peu plus naturel, et sur de la longue distance, ouais, ça je l'ai ressenti. Au niveau du poignet, ça c'est vrai, c'est juste un plaisir, pour moi c'est un bijou. Voilà pourquoi ce cintre. Donc la question que vous m'avez posée, est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Pour moi non, puisque c'est extrêmement cher par rapport à ce que ça apporte. Honnêtement, il y a bien plus de composants qui apporteront plus de confort et de légèreté, je pense, et il vaut mieux investir dans une bonne paire de roues, des bonnes suspensions, avant d'en arriver à prendre un cintre en titane. Parenthèse refermée. Normalement, il y a un petit hop, ça fait hop, hop, hop. Et en fait, ça sert à rien ce que je viens de faire, puisque je vais devoir les enlever pour mettre le frein et tout ça, donc j'ai fait ça beaucoup trop tôt. Alors freinage, encore une fois ici, un gros point à discuter. Alors j'en ai déjà parlé, du coup je vais repartir sur les Avid BB7. Pareil, utilisé pour le voyage, utilisé encore après, top. C'est du mécanique, et là, tu mets du mécanique? Oui, je vais partir sur du mécanique car ça reste le plus fiable. Voilà, je suis désolé. Le mécanique, c'est fiable, c'est réparable partout. Et cela marche bien. Il y a des bons et des mauvais freins mécaniques, attention. Ceux que tu trouves sur les entrées de gamme, je ne peux pas citer de marque, mais en effet, ça ne marche pas très bien. Les BB7 marchent très bien. Et il y a d'autres marques même qui ça marche encore mieux, j'ai entendu dire. Pas le budget pour changer et j'ai pas la volonté. Pour moi, quelque chose qui marche bien. Voilà, on va pas gaspiller du matos. Voilà, pour l'instant, je vais rester là-dessus. Ça freine moins bien hein, de l'hydraulique,
c'est vrai, puisque c'est un câble qui vient tirer sur un seul piston sur les deux, donc oui, ça freine moins bien. Mais en termes d'entretien, c'est ce qu'il y a de mieux. Et oui, ça m'est arrivé de péter une durite en VTT. Alors ça m'est arrivé qu'une seule fois, donc c'est rare par rapport à ce que je roule, mais c'est arrivé. Donc pour l'instant, je reste là-dessus. Mes freins disques hydrauliques vont rester sur le Kona Honzo. Et voilà, le Honzo, on en reparlera dans une autre vidéo. Je pense que je vais faire le Unit versus Honzo. Je pense qu'il y a une petite vidéo à faire où je compare les deux parce qu'ils vont être assez proches. Voilà, je pars sur du mécanique puisque c'est vraiment un vélo de rando. Encore une fois, là, je m'éloigne vraiment de mon côté hardtail enduro, hardtail engagé. Pour moi, le mécanique sous-côté, j'ai été vendeur longtemps dans la grande distribution pour le vélo. Et franchement, des fois, j'ai des personnes qui arrivent et qui veulent un vélo par rapport à leur budget. Alors souvent, leur budget est très bas, est trop bas, mais parfois c'est l'inverse, il est trop haut par rapport à ce dont ils ont besoin. Et parfois, ils me demandent, mais si, moi je veux des freins ultra puissants, alors qu'en fait, ils vont faire des tours de parc. Et c'est idiot de partir sur l'hydraulique pour faire des tours de parc ou de la petite balade, et bien parce que ça demande un entretien annuel en fait des freins à disque hydrauliques. Et ça c'est trop con. Des fois je passe chez des amis et puis ils se servent pas de leur vélo à leur juste valeur. Les freins sont morts du coup parce que l'hydraulique mal entretenue, c'est pas terrible, ça freine plus et c'est pas confort, enfin ça perd de la puissance, alors que ça c'est constant. Voilà, c'est constant, ça demande un minimum d'entretien, mais par rapport à l'hydraulique, on en est loin. Donc voilà, ça c'était ma petite pancarte. Et pensez aux mécaniques de temps en temps pour certains vélos qui n'ont pas besoin d'avoir de l'hydraulique. Si c'est pas pour faire du VTT un peu à une certaine vitesse, je pense que le mécanique a quand même quelque chose à dire. Fan des étriers, pas trop fan. Alors j'ai pris les Avid qui allaient un peu avec, j'imagine. Pas trop fan, mais de toute façon, ce qui est Avid SRAM en termes ergonomie au niveau des freins par rapport à Shimano, j'aime moins. Je préfère Shimano, je trouve ça plus petit, voilà, ça va mieux avec moi, ce que j'aime bien. Donc un peu déçu de ça. Perfectible, on va dire perfectible. J'ai un petit peu avancé le bricolage en hors caméra parce que ça sert à rien non plus, vous voyez tout, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait sur le Honzo. Du coup j'ai mis le pédalier où il n'y a rien de fou, on va être sur une transmission 1x11 vitesses. J'ai installé les pneus sur les roues, la cassette également, donc 11 vitesses aussi. Les pneus, alors nouveaux pneus, voilà, mettre des nouveaux pneus sur un vélo, mais ça change tout, ça lui redonne un look monstrueux. Alors pour le coup, parce que si je vais partir sur des pneus Maxxis Ardent en donc 29 par 2.25. Précédemment j'étais sur des Maxxis, des Icon, assez proche mais plus tourné cross-country sec. Là on va être toujours un pneu cross-country mais un peu plus épais, alors pas épais mais avec un peu plus des crampons un peu plus gros, voilà, donc pour chercher un tout petit peu plus d'adhérence et un tout petit peu plus de polyvalence, mais on reste quand même sur du terrain mixte. On n'est ni sur un pneu boue ni sur un pneu complètement sec. Donc je cherche un peu l'entre-deux parce que vu que je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce vélo, je voulais voilà un petit peu des deux. Et puis pareil, si vraiment ça va sur ce vélo, je pourrais les recycler pour le Honzo. Je montre là parce qu'il est là en fait. Sur les disques, on sera sur 160 arrière, 160 mm arrière, 180 avant. J'aurais tendance à dire que je pourrais mettre 160, mais bon, on va garder un 180 mm à l'avant. Donc plus le disque est grand, moins il va chauffer. Plus on aura du freinage longtemps parce qu'un frein qui chauffe ne freine plus. Comme ce vélo c'est la distance plus que la vitesse, je sais pas. Et puis pareil, je suis un gabarit quand même léger, mais c'est vrai que si je voyage en mode bikepacking, il y aura du poids, donc peut-être laisser un 180 à l'avant, ça reste quand même pas mal. Je verrai à l'utilisation. Avant de finir le montage du vélo, en fait, je vais parler des deux derniers composants que j'ajoute dessus par rapport à la version originale. Tout d'abord la Brooks C15 Cambium, donc la gamme Cambium, donc c'est, vous avez déjà vu la B17 sur mes vélos, qui est la gamme cuir du chez Brooks, la gamme historique, et depuis quelques années ils ont maintenant la gamme Cambium, donc qui n'est plus en cuir. En prenant celle-ci, je cherchais quelque chose d'un peu plus fin que ma B17, vu que je vais chercher un vélo quand même un peu plus sportif, quand même pour mes sorties de tous les jours, et de légèrement plus léger et sans entretien non plus.
Voilà pourquoi je suis parti là-dessus. On comparera les deux si ça vous intéresse. Vraiment impatient de l'essayer. S'il y en a qui l'ont déjà, vous pouvez me dire si j'ai fait un bon choix ou non par rapport à ce vélo. Toujours sur le poste de pilotage, qu'est-ce que je dis? Toujours sur la tige de selle. Je pars sur une tige de selle télescopique et oui, je veux quand même mettre une tige de selle télescopique pour les moments, si je veux quand même faire un petit single d'enduro avec, pour rigoler un petit peu. Je veux pouvoir baisser la selle sans avoir à descendre du vélo et garder ça. Ça reste, c'est qu'une 120 mm, c'est celle qui était sur mon Kona Hanzo justement. Je vais en mettre une autre sur le Hanzo et du coup je récupère celle-ci qui a déjà bien vécu, hein. Je sais pas si on verra grand chose, mais le revêtement s'enlève petit à petit. Il n'y a pas de jeu, ça marche toujours, c'est du mécanique, c'est tout con, mais ça marche bien. Et alors ça c'est quand même la belle surprise sur ce cadre, malgré tout. Donc ok, il fait un peu old school et tout au niveau des standards, mais il y a quand même un passage semi-interne pour une tige de selle télescopique. Donc voilà, c'est pour dire à quel point le unit, voilà, on sait pas trop ce qu'on cherche avec, mais on peut faire 2-3 petits trucs, sauf qu'ils sont pas faits pour. Ça y est, le vélo est prêt. J'ai un petit peu accéléré la partie assemblage parce que on l'a déjà fait plein de fois. Le but c'était vraiment de vous montrer les pièces que j'allais mettre dessus. Il est juste derrière moi, il est tout beau. Ce que je fais, c'est que je vous mets le résultat en image, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, il y a des trucs que j'aime bien et des trucs un peu moins. Je m'attendais à mieux. On va dire que niveau visuel, c'est quand même réussi. Bon, il n'y a plus qu'à voir sur le terrain si le vélo est intéressant à rouler. Écoutez, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à une prochaine fois.